Nouvelle édition sur la télévision Labari, les titres. Lutte contre l'épidémie de la méningite au Niger, la société ZMC met un lot de vaccins aux habitants du quartier Madina dans le 3e arrondissement de Niamey. Assemblée générale ce matin de la mutuelle d'épargne et de crédit des femmes MECREF, précision dans ce journal. Samedi 23 mai 2015, mesdames et messieurs, bonsoir. Je le disais dans les titres, la société ZMC Niger, une centrale pharmaceutique de la capitale, a procédé ce matin à la remise de dons de produits contre la méningite couplée à la vaccination des habitants du quartier Madina. C'est dans le 3e arrondissement communal de la ville de Niamey. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé publique qui a reçu le don au nom du gouvernement nigérien et c'était en présence du président de Rasconi. Le résumé de cette cérémonie avec Adamou Soumana et Sadou Doumi. Cette cérémonie marque la manifestation de la centrale pharmaceutique ZMC Niger en vue d'appuyer le gouvernement nigérien dans son noble combat contre l'épidémie de la méningite sévissant dans plusieurs localités du pays. Un élan de solidarité qui se matérialise sous deux formes dans un contexte qu'a bien voulu souligner la première responsable de la société donatrice. En ces moments difficiles, notre société a décidé de mettre à la disposition des autorités sanitaires un lot de produits d'une valeur de 5 335 000 francs CFA et d'une opération de vaccination des familles démunies vivant dans les paillotes aux abords des magasins de la Croix-Rouge. Notre société ZMC Niger Centrale Pharmaceutique, depuis sa création par arrêté numéro 330/MSP/DGSP DPHLMT du 2 septembre 2013 a pour souci de mener diverses actions humanitaires en assistant notamment les populations dans les moments de joie mais aussi dans les moments difficiles. Aujourd'hui, notre plus vif souhait est que ces médicaments soient tenus aux malades partout où de besoin, car l'objectif de cette remise est d'accompagner résolument le gouvernement dans l'atteinte de sa noble mission. A noter que ce geste fait suite à un vibrant appel du réseau des associations de consommateurs du Niger Rasconi, appelant à une solidarité au profit des populations vulnérables pour vaincre l'épidémie de la méningite. Cette matinée est un des moments rares qui demeurera pendant un temps fort dans la vie de la société ZMC Niger. À cet effet, je suis honoré de prononcer quelques mots pour souligner l'intérêt que révèle cette importante cérémonie à laquelle il s'agira de remettre symboliquement à travers le réseau des associations des consommateurs du Niger Rasconi des médicaments essentiels et génériques contre la méningite au ministère de la Santé publique. D'aucuns ne peuvent mesurer le sentiment de satisfaction que je ressens pour avoir contribué à cette démarche pédagogique qui vise à rendre disponibles et accessibles des médicaments de bonne qualité dans tous les districts sanitaires sérieusement confrontés à l'épidémie de méningite. Prenant la parole à cette occasion, le représentant du ministre en charge de la santé publique n'a pas manqué de louer cette action de ZMC Niger et rassurer l'assistance d'en faire bon usage de ce don. Ce geste symbolique ô combien louable nous va droit au cœur. C'est pourquoi, au nom du gouvernement et de la population du Niger, je tiens à vous remercier et vous féliciter. Je vous rassure que ce geste ira droit aux malades bénéficiaires. S'en sont suivis la cérémonie officielle de remise de produits pharmaceutiques et la vaccination des habitants du quartier Madina. Soulignons que la centrale pharmaceutique ZMC Niger entend dans les prochains jours, voire semaines, doter les personnes handicapées de doses de vaccins contre la méningite. Un bel exemple, Adam Soumana.
Dans le cadre de la Semaine nationale des finances, le syndicat national des employés des finances a organisé ce matin des conférences, débats autour des thèmes relatifs aux finances afin d'éclairer davantage les usagers. Le résumé avec nos reporters Asmana China et Khalidou Bourema. Cette deuxième journée de la Semaine nationale des finances a été consacrée aux conférences débats. Le processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État a été l'un des deux thèmes développés. La loi organique relative aux lois de finances est un peu la loi mère qui encadre tout le processus budgétaire et l'ensemble des textes qui interviennent dans la formulation, l'exécution et aussi les différents types de contrôles qui se font au niveau du budget. À ce niveau, la programmation pluriannuelle chez nous, elle ne se fait pas, du moins pour le moment. Elle aurait pu être conduite par le ministère du Plan, mais pour le moment, elle ne se fait pas. Donc, tout va à partir de lettres de cadrage qui est du ressort du Premier ministre. Cette lettre de cadrage qui est envoyée au niveau de tous les ministères et des institutions de la République précise un peu les grandes orientations autour duquel le budget va être élaboré. Donc, le budget a veut dire, voilà ses orientations politiques. Voilà ce que nous attendons de ça. Après cette lettre de cadrage qui est envoyée, le ministère des Finances et précisément la Direction générale du budget commence à préparer à l'interne ce qui va devenir les discussions budgétaires. Président à la cérémonie d'ouverture de cette activité, le ministre des Finances a souhaité que la Semaine nationale des finances soit une occasion qui permettra de relever les défis. Les activités dans le cadre de la Semaine nationale des finances, notamment la journée porte ouverte au ministère des Finances et les conférences débats sur des thèmes aussi importants que la question d'élaboration et d'exécution du budget de l'État et la gestion des arrêts des incidences financières, témoigne votre prise de conscience de votre devoir de travailleur, non seulement de servir les citoyens, les usagers et les services publics, mais aussi de leur permettre de mieux connaître les activités du ministère des Finances. Je n'ai aucun doute que les syndicats ont non seulement un rôle important à jouer dans le cadre de défense des intérêts des travailleurs, mais également dans la formation et l'information des citoyens pour un bon fonctionnement des services publics. Ainsi, s'agissant de la défense des intérêts des travailleurs, les revendications doivent être posées dans le respect des lois, des règlements, et les revendications doivent être réalistes. Présent également à cette cérémonie, le ministre de l'Emploi a félicité le SYNETEF pour la sincérité de sa démarche en créant des rapports positifs avec le ministère de tutelle. Cette conférence débat a été enrichie par des questions d'éclaircissement et des contributions des uns et des autres. Le palais de congrès de Niamey a servi de cadre ce matin à la tenue de la 19e Assemblée générale de la mutuelle d'épargne et de crédit des femmes MECREF. Était présent à la cérémonie d'ouverture la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, le gouverneur de la région de Niamey, les représentants de plusieurs organismes et bien d'autres invités, parmi lesquels Nafissa Adamou et Aboubakar Solé. D'épargne et de crédit des femmes MECREF a tenu sa 19e Assemblée générale ce samedi. L'occasion pour la mutuelle de présenter les résultats des différentes activités réalisées en 2014. Un bilan positif a indiqué la présidente du conseil d'administration de la MECREF. Au cours de l'exercice donc de 2014, la MECREF a connu une évolution satisfaisante, car tous les indicateurs de performance présentaient de bons taux de croissance. Ainsi, le conseil d'administration a procédé à l'étude de nombreux dossiers afin de gérer de façon optimale la mutuelle dans le meilleur intérêt des membres et de la caisse.
Il a ainsi examiné les états financiers, assuré un suivi budgétaire et veillé au respect des normes et procédures en vigueur. Il a tenu 12 réunions ordinaires et une réunion conjointe au cours de l'année. À cela s'ajoutent d'autres activités réalisées en 2014, entre autres l'organisation de l'Assemblée générale de 2013, la participation à plusieurs ateliers et séminaires, dont l'Assemblée générale de Proxfin et le Sommet international des coopératives à Québec au Canada, tenu du 3 au 10 octobre 2014. Le directeur du cabinet du ministère de la Population, qui a présidé cette Assemblée générale, a réaffirmé le soutien ferme de leur département ministériel à la mutuelle. La cérémonie de ce matin permet de réaffirmer une fois de plus toute l'importance des réalisations de votre institution, laquelle contribue de manière significative à l'autonomisation économique des femmes nigériennes, qui cadre bien avec la politique sectorielle de notre département ministériel. De ce fait, le ministère en charge de la promotion de la femme reste persuadé que l'accès des femmes aux services financiers décentralisés, à l'exemple de la MECREF, constitue non seulement un outil de lutte contre la pauvreté et le chômage, mais également un mécanisme important qui redonne confiance à toute femme motivée pour la promotion de l'autonomie financière. La MECREF est une association libre et volontaire des femmes qui ont décidé de mettre en commun leur épargne pour s'entraider par le biais du crédit. Cette 19e Assemblée générale s'est déroulée dans un contexte particulier où le pays fait face à une épidémie de méningite et aux attaques de la secte Boko Haram. C'est pourquoi les participants ont jugé utile de collecter une modeste somme en faveur des familles des forces de défense et de sécurité endeuillées lors des attaques de Boko Haram. Comme quoi, la MECREF œuvre pour une solidarité durable dans nos communautés. 10 jours après le contre-bilan présenté par le chef de file de l'opposition qui a contredit le bilan de 4 années de gestion du président de la République dressé donc à l'occasion du 4e anniversaire, la mouvance pour la renaissance du Niger MRN a réagi ce matin à travers un point de presse. Donc la MRN qui contredit pour sa part le chef de file de l'opposition. Suivez plutôt. Nous avons suivi le chef de file de l'opposition qui assimile l'épidémie de la méningite à une malédiction liée au régime de la personne du président Issoufou Mamadou. Mais comme notre opposition d'Indien Nouveau et son chef de file sont amnésiques, nous leur rappelons l'évolution épidémiologique de cette maladie depuis ces 20 dernières années. C'est ainsi qu'en 1994, on dénote 11 838 cas avec 1111 décès. En 1995, notez bien, on avait 43 203 cas, dont 3 800 décès. En 1996, 16 745 cas, dont 1573 décès. En 2000, 14 633 cas, dont 1094 décès. 2015 et à la date du 17 mai, 6 472 cas, dont 447 décès. Si la méningite est un signe de malédiction des chefs, ces chiffres indiquent clairement quels furent les chefs maudits. Tout état de cause, le gouvernement a courageusement fait face à l'épidémie en circonscrivant les foyers déclarés et en développant la prévention chez les populations à risque. C'est le lieu pour nous de remercier tous les partenaires dont l'appui a été remarquable pour la maîtrise de cette épidémie. Sur le plan alimentaire, la politique des 3 N permet aux populations nigériennes de produire suffisamment de denrées de qualité. À cet égard, la FAMO et autres institutions internationales reconnaissent l'existence de solutions nationales à la sécurité alimentaire, ce qui a permis de résorber les besoins engendrés par l'afflux de réfugiés sur notre sol par le développement d'une résilience bien entretenue. Dans son incohérence et sa subjectivité, le chef de file de l'opposition affirme que l'augmentation de la production qu'il reconnaît est liée à l'augmentation des superficies cultivables et non à l'assistance aux paysans à travers la mise à disposition des engrais et à l'initiative 3N. Dans le domaine de l'hydraulique, la réalité des chiffres confirme les propos tenus par le président de la République lors du bilan des 4 ans de réalisation du programme de Renaissance.
En effet, de 2011 à 2014, les réalisations suivantes ont été enregistrées. 7907 nouveaux équivalents points d'eau modernes, 2613 équivalents points d'eau modernes réhabilités. Sur la base de la programmation du Programme national d'alimentation en eau potable et d'assainissement 2011-2015, pour les 4 ans, qui est de 11 000 équivalents points d'eau modernes, le taux de réalisation est effectivement de 71,88%, tel que affirmé par le président de la République. Il faut noter qu'en fin 2013, le nombre d'équivalents points d'eau modernes réalisés s'élève à 6 542 au lieu de 5 587 annoncés par l'opposition. Les réalisations au terme de l'année 2014 sont de 1365 équivalents points d'eau modernes, ce qui donne un total de 7 907 équivalents points d'eau modernes pour les 4 ans comme annoncé par le président de la République. Sur le plan sécuritaire, la guerre imposée à notre pays par les terroristes a pu être circonscrite au niveau des avant-postes de sécurité installés grâce à la politique courageuse du chef de l'État. Au plus fort des attaques de Boko Haram dans la région de Difa, l'opposition n'avait jamais daigné faire la moindre petite déclaration pour condamner cette organisation terroriste. Dans la réalité, l'opposition a toujours perçu comme l'allié objectif qui lui facilitera les voies de raccourci pour accéder au pouvoir avant le terme des mandats des institutions républicaines. On se souvient qu'à l'occasion de la marche historique du 17 février 2015, en soutien à nos forces de défense et de sécurité, l'opposition avait préféré distiller de fausses rumeurs d'attaques terroristes imminentes afin de perturber la manifestation. Par ailleurs, les partis politiques de la mouvance présidentielle se réjouissent des progrès enregistrés par le processus de l'organisation des élections programmées pour l'année prochaine, qui ont permis l'installation de la CENI et la poursuite de la mise en place du fichier électoral. 24 heures seulement après son interpellation à la police judiciaire, le président du mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, MPCR, Nour Mamadou Arzika, a animé ce matin un point de presse. Il a saisi l'occasion pour éclairer l'opinion nationale sur les raisons de son interpellation hier à la police judiciaire. Nour Arzika. Il nous a donc présenté un élément de presse qui est diffusé par la télévision et l'Iptako. Donc, il dit que c'est là-dedans, vous avez dit des choses pour lesquelles on a besoin de vous poser des questions. J'ai dit, mais si c'est l'Iptako qui a diffusé un élément, quel est le lien entre l'Iptako, entre moi et cet élément? Dans la mesure où, en vertu de ce qui est prévu par la loi, si un élément a été diffusé et qu'il y a quelque chose qui est soit mal dit ou soit susceptible d'avoir une qualification pénale, mais la loi a prévu que c'est les responsables des médias que vous allez inviter pour qu'ils viennent vous expliquer par rapport aux motivations qui les ont amenés à diffuser les éléments qu'ils ont diffusés. Moi, peut-être qu'en tant qu'auteur des propos, je ne devrais être poursuivi que comme complice au cas où d'aventure et il y a des éléments qui peuvent justifier que moi-même je sois entendu. Donc voilà, et à cause de ça, je ne pense pas qu'on doit pouvoir continuer cet entretien. Néanmoins, après consultation avec mes avocats, on a convenu de considérer qu'on ne fera pas obstruction à la suite de la procédure parce qu'il a dit que en fait ce n'est pas en elle-même l'interview qui est un problème et pour eux c'est à l'intérieur de l'interview j'ai évoqué une question, notamment en ce qui concerne le fait que j'ai été amené en répondant à la question du journaliste. Est-ce que vous regrettez votre soutien aux forces de défense et de sécurité maintenant qu'ils ont arrêté votre camarade Moussa Tchangani? Je lui ai dit non. Et dans la phrase, j'ai dit non. Plus qu'une demande de soutien à faire aux forces de défense et de sécurité,
nous exigeons même, aujourd'hui encore, que le gouvernement soit dans la situation de renforcer les moyens des forces de défense et de sécurité. Et que, surtout qu'actuellement, matin et soir, ils nous appellent pour nous dire voilà les problèmes qu'ils ont sur le terrain. Actuellement, matin et soir, ils nous appellent pour nous dire voilà les problèmes qu'ils ont sur le terrain. Et que d'ailleurs, à l'instant où on était en train de faire l'interview, il y avait quelqu'un qui était en train de m'appeler que je ne pouvais pas prendre parce que, et j'étais en interview, mais le numéro là, il m'a appelé le matin au moment où on était en train de faire une activité au niveau de la maison de la presse et dans la matinée sur la question justement de la liberté de la presse. Et j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit aux journalistes que le monsieur qui était en train de m'appeler, il fait partie de ceux-là qui sont sur le terrain là-bas, c'est des militaires, et qui nous appellent pour nous dire voilà les difficultés qu'ils ont sur le terrain. Maintenant, je ne vois pas où se trouve le problème si j'ai dit ça. Maintenant, ils demandent pourquoi est-ce que c'est à moi qu'ils s'adressent. J'ai dit mais je ne peux pas vous répondre. C'est pas à moi de vous répondre pour vous dire pourquoi ils s'adressent à moi, pour me demander, comment dit-on, pour me dire quelque chose comme information. Nous, Mahamadou Arzika, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal-là. Et nous l'apprenons à l'instant, en même temps que vous, que le président du mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, nous, Mahamadou Arzika, vient d'être de nouveau convoqué à la police judiciaire. Nous ignorons pour le moment le motif de cette nouvelle interpellation. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le bureau exécutif national de la Confédération nigérienne du travail CNT s'est réuni en session ordinaire ce samedi pour examiner la situation sociopolitique et sécuritaire du Niger. Au terme de cette rencontre, la CNT a rendu publique une déclaration que nous résume Arrêta Sala. Les derniers développements de la situation sécuritaire, politique et sociale du Niger inquiètent de plus en plus les centrales syndicales comme la Confédération nigérienne du travail CNT. Dans sa déclaration de ce samedi, la CNT interpelle les autorités de la 7e République. La Confédération nigérienne du travail CNT demande au gouvernement, hier comme aujourd'hui, la révision du texte portant sur le ratio des députés et par conséquent l'abrogation pure et simple de la loi portant augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale dans l'intérêt supérieur de la nation. Quant au respect des libertés individuelles, le chapelet d'interpellation des acteurs de la société civile, syndicats, médias et associations de défense des droits humains en dit long. À cela s'ajoute l'agression des travailleurs sur leur lieu de travail à l'occasion de l'exercice de leur métier. La Confédération nigérienne du travail CNT convainc que la République doivent être scrupuleusement respectées, demande la libération sans condition du camarade Moussa Changari, arrêté et détenu à la cellule antiterroriste juste pour avoir émis son idée sur la situation qui prévaut dans la région de Difa. Sur le plan politique enfin, il y a lieu de reconnaître qu'à la veille des élections municipales, législatives et présidentielles, le climat se trouve caractérisé par une tension créée et entretenue par les acteurs politiques. À la Confédération nigérienne du travail CNT, nous estimons que la sagesse et l'intérêt supérieur de la nation auraient plutôt commandé à ces acteurs politiques de taire leur intérêt particulier égoïste au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Relativement à la situation sécuritaire dans la région de Difa, la CNT apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité en guerre contre Boko Haram et demande au gouvernement de mettre des moyens conséquents au FDS pour bien mener leur mission de défendre l'intégrité du territoire national. Un réseau de journalistes pour la protection sociale RJPS a été créé récemment au Niger. Sa mission est de contribuer à l'amélioration des vulnérabilités économiques et sociales des populations. Le RJPS a officiellement lancé ses activités ce matin avec un atelier à la maison de la presse. Précision avec Nafisa Zakou et Nasser Seydou.
À travers cet atelier, le réseau des journalistes pour la protection sociale RJPS lance officiellement ses activités. L'objectif de la création de ce réseau est de contribuer à l'élimination des vulnérabilités économiques et sociales des populations nigériennes. En effet, le RJPS a inscrit plusieurs activités dans son plan d'action. La protection sociale constitue un ensemble de politiques et de programmes formels et informels contribuant à protéger les populations les plus vulnérables des risques liés au choc et à leur assurer justement des conditions de vie décentes. C'est pourquoi le RJPS a inscrit dans son plan d'action plusieurs activités dont entre autres la campagne de sensibilisation des populations sur les enjeux de la protection sociale, l'élaboration d'un guide sur la protection sociale dédié aux acteurs des médias et ceux de la société civile. À cet effet, le RJPS invite le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sensibles à la protection sociale à prêter main forte aux organisations actives dans le domaine pour l'atteinte des objectifs qu'elles se sont assignés pour le bonheur des populations nigériennes. Tout en souhaitant plein succès aux travaux, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, partenaire de ce réseau par la voix de son secrétaire général, a salué et encouragé les organisateurs de cet atelier. Quant au directeur de cabinet du ministre de la Communication, en ouvrant les travaux de cet atelier, rappelé aux journalistes les rôles dans la protection sociale. Le rôle des journalistes doit se poser au moins à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de rappeler à l'État et ses obligations, ses engagements, et de l'accompagner dans la réalisation de ces engagements-là. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la corporation. Il faudrait amener tous les journalistes à prendre conscience de l'importance de cette politique et de l'accompagner comme il se doit. Le troisième niveau d'intervention des journalistes, c'est au niveau de la population de façon générale. Il faudrait amener la population à prendre conscience de cette politique, de la nécessité pour elle de s'impliquer pour la réalisation de cette politique. Le RJPS a été créé en décembre 2013 et s'engage à promouvoir et à œuvrer pour que le droit à la sécurité sociale devienne une réalité pour tous au Niger. Les chrétiens des églises Bethel du Niger, du Togo, du Bénin et du Burkina Faso ont désormais un nouvel évêque. Il s'agit de notre compatriote, le révérend Kimso Brema, qui a donc qui a été ordonné le 4 avril dernier à Washington par le ministère mondial des églises Bethel. La cérémonie de sa présentation officielle aux fidèles a eu lieu cet après-midi à l'Académie des Arts martiaux. Occasion pour Kimso Brema de livrer ce message. Nous voulons remercier le Seigneur Jésus. Il y a 22 ans, exactement Pâques 1993, j'étais encore à l'ambassade du Niger à Washington et en tant que fonctionnaire, j'ai été invité dans une église et depuis ce jour, la parole de Dieu m'a transformé. Et nous voulons acclamer Dieu pour cela. Ce service est un service pour que chacun sache. Dieu n'a pas fait de moi un évêque, une autorité pour dominer sur son église, mais il a fait de moi un serviteur pour tous. En tant que chrétien, nous devons nous mettre au service de tous. Dieu Tout-Puissant connaît ceux qui le haïssent et il connaît ceux qui l'aiment, mais Dieu ne cesse pas de nous aimer. Et en tant que Nigériens, si nous avons reçu de Dieu une grâce particulière, je voudrais inviter tous ceux qui ont eu la grâce d'être élevés en quelque niveau que ce soit pour se mettre au service de cette nation. Nous avons reçu et nous devons donner. Nous avons donné, Dieu nous a donné Jésus
Et si Dieu nous a aimés, nous devons aimer les autres. Le message que nous avons, c'est de bâtir une nation. C'est de bâtir pour les générations à venir. Tout à l'heure, vous avez entendu que je suis évêque de ma dénomination, l'Église internationale de Bethel. Sur le Niger, le Togo, le Bénin et le Burkina, nous devons aimer tous les humains. Nous devons tout faire pour montrer l'amour de Dieu les uns aux autres. Je vous rappelle donc cette information qui vient de nous parvenir il y a quelques minutes. Le président du mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, Mamadou Arzika, vient d'être de nouveau convoqué à la police judiciaire. Nous ignorons pour le moment les motifs de cette nouvelle interpellation et nous y reviendrons en plus en détail dans nos prochaines éditions. Restons toujours avec Nuhu Arzika qui a animé ce matin un point de presse. Il est relatif à son interpellation hier à la police judiciaire. Très bonne réception, à bientôt. Ce point de presse qui a un trait d'union évident entre ce que nous faisons et l'activité des médias que vous êtes, parce que en effet c'est à l'issue d'un autre point de presse qui a été fait avant-hier relativement à l'arrestation de notre camarade Moussa Tchangari. Et au moment où les avocats qui se sont constitués pour sa défense ont voulu rendre public un certain nombre de points relatifs à la situation qu'il vit et en prenant en compte le compte rendu qui a été fait par le ministre de l'Intérieur à l'agence France Presse, à l'occasion duquel compte rendu, il a informé cette agence que notre camarade Moussa Tchangari est poursuivi et pour un certain nombre de faits qui ne sont que dans sa tête. Parce que le cadre de détention où se trouve Moussa n'a jamais évoqué les points que le ministre de l'Intérieur a balancés comme ça dans la presse pour accuser notre camarade d'être en intelligence avec les acteurs de Boko Haram, pour avoir pris sur lui de dénoncer un certain nombre de faits évidents que tout le monde d'ailleurs a dénoncé, notamment en ce qui concerne la manière dont le gouvernement a géré l'affaire de l'évacuation de nos compatriotes qui sont sur dans les villages de l'île de, comment on appelle ça, dans les villages du lac Tchad, et bien d'autres questions en relation avec le traitement de ces dossiers et à l'est de notre pays. Donc c'est à l'occasion de ce point de presse que nous avons été approchés par une des télévisions de la place pour nous poser la question sur notre point de vue relativement à la question, et nous avons volontiers accepté de donner cette interview à l'intérieur de laquelle nous avons évoqué un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne l'une des questions qui nous a été posée concernant ce que le journaliste a appelé l'abandon du combat de la société civile sur le terrain. Et une deuxième question a concerné, selon les journalistes, la manière dont nous sommes en train de faire le combat et la façon dont on est venu à pratiquement interpréter les sujets qui ont été abordés.
nous y avons dit effectivement à l'occasion aux journalistes qu'il n'y a pas de regret que nous formulons. Il n'y a pas de confusion à faire entre notre position de soutien ferme à nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, sur le théâtre des opérations et qui peinent à assumer leurs responsabilités en raison d'un certain nombre de difficultés auxquelles ils font face sur le terrain, et que certains d'entre eux ont souvent cherché à nous confier en nous appelant à travers des numéros parfois anonymes pour être dans la position de nous dire voilà les difficultés qu'ils ont sur le terrain. Donc dans l'interview que nous avons effectivement accordée, nous avons évoqué ces points en disant qu'il n'y a pas de regret de notre part concernant le soutien que nous continuons à apporter aujourd'hui encore à nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils soient dans la position d'assumer correctement les devoirs de leur charge, c'est-à-dire leur exaltante mission qui consiste à défendre le territoire national. Sur ce plan, on n'a aucun regret. Donc, le fait que notre camarade Moussa ait été interpellé par la police sur instruction de qui on sait désormais et en rapport à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs macabres de qui on sait désormais. Donc, nous avons dit à nos camarades justement d'éviter de faire la confusion. Et c'est justement par rapport à ce passage-là de l'interview que nous avons accordée et que la police a été encore hier instruite par les mêmes personnes pour être dans la position de considérer qu'il y a lieu qu'elles aillent m'enlever de chez moi. Je dis bien enlever parce que c'est de ça qu'il s'est agi. Il n'y avait pas de convocation, il n'y avait pas de mandat d'amener, il n'avait en fait en réalité aucun papier. Et c'est cela qui, quelque part, nous choque. Parce que ça fait quand même quelques années qu'en ce qui nous concerne, nous sommes en train de travailler avec ces forces-là pour être dans la position de contribuer à aller vers ce que nous appelons la police citoyenne. C'est-à-dire une police qui a une conscience claire de ses prérogatives, une conscience claire de son rôle et de sa mission, et une police qui assume correctement le devoir de sa charge en s'appuyant sur la légalité, c'est-à-dire sur les textes tels qu'ils existent, mais pas sur des instructions verbales des gens qui ne seront même pas capables, quand ils seront coincés, de reconnaître qu'ils ont donné des instructions pareilles. Donc c'est ainsi que hier soir, aux environs de 16h30, juste on venait de quitter la mosquée, et après la prière de 16h, de Assar, et voilà un véhicule qui se gare devant notre porte, et un monsieur se dirige vers nous. Après nous avoir salué, il nous dit qu'il vient de la PJ, et j'ai dit oui, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit de les suivre. J'ai dit de vous suivre comment? Oui, on les a envoyés pour venir me chercher. J'ai dit où est le papier? Où est la convocation? Il n'y en a pas. Où est le mandat d'amener? Il n'y en a pas. J'ai dit bon, est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de faire, c'est totalement illégal? Et si je dois dire ça là à ceux qui sont à côté de moi là, vous croyez qu'ils vont vous laisser m'enlever? Parce que c'est ce que vous voulez faire là, ça c'est du gangstérisme. Ce n'est pas normal, ça ne doit pas se faire. C'est pas comme ça que vous devez travailler par rapport à ce que je sais de ce que vous êtes censé faire par rapport à votre métier. Parce que j'en connais quelque chose. Donc néanmoins, comme pour moi c'est aussi pédagogique, c'est aussi il est important de saisir l'occasion
pour essayer encore de leur donner d'autres compléments d'information ou de formation, je suis rentré dans leur voiture. Et ils m'ont donc enlevé, ils m'ont amené à la PJ. Chemin faisant, j'ai tenu à les entretenir quand même sur un certain nombre de points de manquement à leur démarche, mais néanmoins, je considère que ce n'est pas bien grave pour ma part, mais ce n'est pas bon de le continuer à le faire par rapport à tous les citoyens. Donc, arrivé chez leur chef, le commissaire qui les a envoyés, donc là, on a tenu à lui faire remarquer tout ça et à objecter sur la démarche. C'est ainsi que, après avoir fini ça, comme vous savez, désormais, il y a une évolution aussi qui est intervenue par rapport à la procédure, même en enquête préliminaire. Désormais, si vous avez affaire à la police en enquête préliminaire, ils doivent vous signifier obligatoirement que vous avez droit d'être entendu avec un avocat. Donc, ils m'ont signalé cela. Et donc, j'ai dit, ce faisant, donc je n'ai rien à vous dire en attendant que je fasse appel à mes avocats pour qu'ils soient là et que devant eux, conformément à la loi, on puisse démarrer l'entretien avec vous. Ce qui fut fait. Donc j'ai essayé d'appeler mes deux avocats et finalement ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, donc devant eux, il fallait qu'ils répètent. C'est pourquoi ils ont souhaité m'enlever et m'amener devant eux. C'est ainsi qu'il nous a donc présenté un élément de presse qui est diffusé par la télévision Liptako. Donc, il dit que c'est là-dedans, vous avez dit des choses pour lesquelles on a besoin de vous poser des questions. J'ai dit, mais si c'est Liptako qui a diffusé un élément, quel est le lien entre Liptako, entre moi et cet élément? Dans la mesure où, en vertu de ce qui est prévu par la loi, si un élément a été diffusé et qu'il y a quelque chose qui est soit mal dit ou soit susceptible d'avoir une qualification pénale, mais la loi a prévu que c'est les responsables des médias que vous allez inviter pour qu'ils viennent vous expliquer par rapport aux motivations qui les ont amenés à diffuser les éléments qu'ils ont diffusés. Moi, peut-être qu'en tant qu'auteur des propos, je ne devrais être poursuivi que comme complice au cas où d'aventure il y a des éléments qui peuvent justifier que moi-même je sois entendu. Donc voilà, et à cause de ça, je ne pense pas qu'on doit pouvoir continuer cet entretien. Néanmoins, après consultation avec mes avocats, on a convenu de considérer qu'on ne fera pas obstruction à la suite de la procédure parce qu'il a dit que en fait, ce n'est pas en elle-même l'interview qui est un problème et pour eux, c'est à l'intérieur de l'interview j'ai évoqué une question, notamment en ce qui concerne le fait que j'ai été amené en répondant à la question du journaliste. Est-ce que vous regrettez votre soutien aux forces de défense et de sécurité maintenant qu'ils ont arrêté votre camarade Moussa Tchengari? Je lui ai dit non. Et dans la phrase, j'ai dit non. Plus qu'une demande de soutien à faire aux forces de défense et de sécurité, nous exigeons même aujourd'hui encore que le gouvernement soit dans la situation de renforcer les moyens des forces de défense et de sécurité et que surtout que actuellement matin et soir ils nous appellent pour nous dire voilà les problèmes qu'ils ont sur le terrain et que d'ailleurs à l'instant où on était en train de faire l'interview, il y avait quelqu'un qui était en train de m'appeler que je ne pouvais pas prendre parce que j'étais en interview, mais le numéro là il m'a appelé le matin
au moment où on était en train de faire une activité au niveau de la maison de la presse, et dans la matinée sur la question justement de la liberté de la presse. Et j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit aux journalistes que le monsieur qui était en train de m'appeler, il fait partie de ceux-là qui sont sur le terrain là-bas, c'est des militaires, et qui nous appellent pour nous dire voilà les difficultés qu'ils ont sur le terrain. Maintenant, je ne vois pas où se trouve le problème si j'ai dit ça. Maintenant, ils demandent pourquoi est-ce que c'est à moi qu'ils s'adressent. J'ai dit mais je ne peux pas vous répondre. C'est pas à moi de vous répondre pour vous dire pourquoi ils s'adressent à moi, pour me demander, comment dit-on, pour me dire quelque chose comme information. C'est eux qui ont choisi de chercher mon numéro. Ils m'ont appelé comme généralement c'est fait depuis plus de 20 ans. Les Nigériens m'appellent de partout, dans toutes les situations. Ils m'appellent pour me parler de leurs problèmes. Et maintenant, pourquoi ils m'appellent, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai informé les Nigériens que je suis un acteur de la société civile, donc disponible et bénévole et volontaire pour aider les uns et les autres à défendre leurs droits quand ils ont des problèmes. Et je suis un acteur qui milite pour la défense de la nation et du peuple. Donc s'il y a des questions qui intéressent la vie de la nation, les gens peuvent m'en parler, et en tant que citoyen qui œuvre dans ce combat, évidemment, je peux être dans la position de faire quelque chose, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Donc je ne vois pas pourquoi vous allez estimer que ça c'est un problème. Et d'ailleurs, si ces gens-là viennent à nous appeler, c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont ceux qui sont appelés légalement à gérer les problèmes, gèrent les problèmes. Et j'avais même fait mention de ça dans mon interview. Parce qu'aujourd'hui, à la grande surprise et face à l'indignation totale de tous les Nigériens patriotes, de tous les citoyens qui sont de bonne facture et qui croient sincèrement à ce qui doit être attendu en termes de responsabilité de la part des gouvernants, ceux qui gèrent le pays, un pays qui est pratiquement en guerre, un pays qui est dans l'insécurité presque quasi totale, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait où se trouve même Boko Haram. Personne ne sait. Même dans le gouvernement, peut-être même il y a des gens de Boko Haram, on ne sait pas. Personne ne sait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que ces gens-là, s'ils s'adressent à nous, et ils nous parlent de leurs problèmes, et ils nous demandent d'intervenir pour qu'on trouve les solutions à leurs problèmes, c'est parce que justement, à bon droit, ils ont constaté que ceux qui doivent s'occuper de leurs problèmes ne s'occupent pas de ça. Parce qu'ils sont occupés à autre chose. Tenez-vous bien. C'est pendant qu'aujourd'hui notre pays est en guerre déclarée, pendant que nous avons sur le théâtre des opérations nos forces de défense et de sécurité, c'est ce moment-là que le ministre de la Défense nationale, il a le temps de circuler dans la ville de Niamey en train de faire quartier par quartier avec ses amis politiques pour faire la recherche des militants et pour faire je ne sais pas quel genre de convergence, alors même que nous avons sur le théâtre des opérations des militaires qui sont en train de se faire tuer pendant que le peuple nigérien, lui, est en train de pleurer ses morts, pendant que les parents sont en train de pleurer leurs enfants qui sont morts. Les gens circulent pour aller faire la campagne dans les quartiers à Niamey et même distribuer des sacs de riz à des gens dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey. Alors, s'ils s'occupent correctement de ce qui doit être fait, est-ce que nous, on a besoin de nous parler même de ces genres de problèmes? Mais si ils constatent que les gens qui doivent s'occuper du dossier ne s'occupent pas de ça, tout le monde a appris, pendant que le peuple nigérien est en train de pleurer, c'est mort. Il n'y a pas longtemps, un des responsables politiques est en train de circuler même en Europe pour aller faire de la campagne politique. Et quand on lui a même parlé des problèmes de décès dus à la méningite, il dit non, c'est pas grave, c'est moi, j'ai quelques 1000 personnes qui sont mortes parmi 17 millions de Nigériens. Vous trouvez ça? Parce qu'il trouve que 1000 personnes, c'est rien du tout. Parce que justement, il n'y a pas son enfant là-dedans. Il n'y a pas un parent à lui parmi les gens qui sont morts ou qui sont en train de mourir.
Parmi les soldats qui sont tombés sur les champs d'honneur, il n'y a pas leurs enfants, il n'y a pas leurs fils, il n'y a pas leurs parents directs. C'est les enfants des autres Nigériens qu'ils envoient comment on appelle ça, à la guillotine, sans moyens suffisants, sans ressources suffisantes. Et que les gens qu'on leur donne, qu'ils doivent utiliser normalement et en essayant de maximiser et le peu qu'on a, parce que l'argent, les ressources sont insuffisantes, le peu qu'on a, on doit normalement le maximiser pour acheter du matériel suffisant et donner à ces forces de défense et de sécurité qui sont ô combien volontaires, bénévoles, volontaires et disponibles à consentir le sacrifice même ultime de leur vie pour la défense de la nation et du peuple, et que des individus et de la trempe du ministre de la Défense actuel et du ministre de l'Intérieur et de l'ancien ministre des Affaires étrangères qui est le ministre aujourd'hui chargé des affaires électorales comment on appelle ça, de leur parti politique. Tout ça sur le dos du peuple nigérien. Et qu'on dise que nous, acteurs de la société civile, qui sont reconnus et connus de tout le monde comme étant des gens qui ont toujours fait des sacrifices, qui ont toujours consenti des sacrifices pour la défense de la nation et du peuple, qu'on considère que c'est nous qu'on doit nous prendre comme des boucs émissaires, où on va nous obliger à nous taire, on va nous obliger à applaudir seulement ce qu'eux sont en train de faire de dangereux et de grave contre notre pays et contre notre peuple. Parce que qu'est-ce que les Nigériens doivent comprendre? Qu'est-ce que les autres camarades, les autres partenaires de notre pays doivent comprendre lorsqu'ils regardent à la télévision, on montre le ministre de la Défense nationale en train de circuler dans les quartiers, en train de circuler, en train de faire les tam-tams et de s'amuser avec de l'argent. Tout le monde a vu, non? Je ne suis pas le seul à voir. Tout le monde a vu ce que les gens ont fait au palais des sports, au palais de Congrès, ce que les gens font dans les quartiers de Niamey. Bon Dieu, ils ont une machine à sous? Non. Et ils fabriquent l'argent où? Non. Mais on se connaît là. On se connaît, on connaît qui. On connaît qui vient de qui vient d'où, et qui a eu quoi, et où est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent. On se connaît là. Donc c'est pour ça qu'en ce qui nous concerne, nous estimons que c'est proprement inadmissible et scandaleux que nous constatons ce qui continue à se faire, à s'observer au Niger, et qu'on reste sans mot dire. Il ne peut pas l'avoir. Nous nous sommes battus en donnant notre vie pour rendre possible la liberté de la presse au Niger, pour rendre possible la liberté d'opinion au Niger, pour rendre possible la liberté d'expression au Niger. Ce n'est pas eux qui sont aujourd'hui en train de travestir presque totalement leur mission et qui pratiquement évitent de faire ce qu'ils doivent faire de par la loi, de par les obligations que la loi les fait, qui vont considérer que c'est à nous qu'ils doivent faire peser et leur incapacité notoire et leur volonté macabre de ne faire que de la politique politicienne dans le traitement des questions sur lesquelles normalement on doit mettre en avant et la responsabilité et les devoirs que les uns et les autres doivent être amenés à assumer. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il était normal de vous dire c'est pourquoi on nous avait interpellés et ce qu'on nous a posé comme question et que nous trouvons totalement incongru. Parce que je ne peux pas comprendre que ces gens-là aient le culot, eux, de m'appeler et de me faire appeler par la police pour me demander pourquoi et des Nigériens m'appellent et pour me parler de leurs problèmes, alors que moi je ne les ai pas invités. Mais en tant qu'acteur de la société civile, s'ils m'appellent, c'est que je suis plus crédible qu'eux. C'est tout. C'est parce qu'ils pensent qu'en m'appelant, ils peuvent trouver des réponses à leurs problèmes d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est déjà ça. Rien qu'en nous donnant l'occasion de recréer les conditions d'un tel point de presse pour dire aux gens, voilà qu'il y a encore des problèmes sur le terrain,
Moussa Kaka a déjà dit ça au président lorsqu'il y a eu le bilan de 4 années, qu'il y a des problèmes sur le terrain, les forces de défense et de sécurité ont des difficultés réelles, ils ont des problèmes de matériel. Il a même invité le président à se déposséder de ces chars qui sont là en train de le garder et de les mettre à la disposition de ces forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, que de venir embêter les Nigériens avec des chars et à 6 roues dans la ville de Niamey. Alors, est-ce que on doit, dans un régime démocratique, le président il doit avoir peur du peuple ou il doit avoir peur de qui? Voilà la question. Et quand on vient aujourd'hui avec ces chars pour apeurer les gens de la ville de Niamey, jusqu'à même tabasser des vieilles personnes et même des filles, comme on a vu la journaliste Samira comment on appelle ça, de l'ONEP, qui a été tabassée à pied. Elle a été chicotée par des éléments de la garde présidentielle qui pratiquement, on a l'impression qu'ils sont instrumentalisés par des gens qui veulent instrumentaliser la psychose sécuritaire pour des objectifs dont on ne sait pas où ça va nous amener. Toujours est-il dit que, chers camarades, retenons tous ensemble que ce pays c'est le nôtre et nous on n'a aucun autre pays. On n'a pas de double nationalité. On a une seule nationalité. Et on ne cherche pas à avoir une double nationalité, on se contente de celle du Niger. Et on est fier d'être nigérien. Comme dit une des cantatrices, nous sommes fiers d'être nigériens. Et c'est parce que nous sommes fiers d'être nigériens et que nous sommes des Nigériens de bonne facture que quand il y a des choses qui méritent qu'on en parle, on parle. On ne peut pas continuer à pleurer nos morts et que ceux qui sont appelés à gérer le dossier soient là en train d'utiliser cette situation pour s'enrichir là-dedans et utiliser ce qu'ils gagnent là-dedans pour aller faire de la politique politicienne dans la ville de Niamey. En train de faire campagne avant la campagne, en violation flagrante d'ailleurs des lois et règlements de la République. Doit-on comprendre que l'état de droit dans la tête de certaines personnes, elles veulent dire tout simplement que la loi, elle n'est faite que pour les autres, pas pour nous. Mais la Constitution, c'est toutes les dispositions. Il y a un préambule et 185 articles. Tous les articles, chaque article qui aura été violé, c'est une violation de la Constitution. C'est pas seulement l'article qui dit que un tel est chef de l'État, qui est un bon article, ou qu'un tel peut être ceci, c'est un bon article, mais tous les articles sont importants. Et chacun que vous violez, vous les violez, et quand vous les violez, on dirait que vous avez violé la Constitution. Ou bien c'est pas ça. Donc, pour terminer, je considère que nous sommes tous interpellés. Je veux dire que le peuple nigérien est véritablement et résolument interpellé aujourd'hui, plus que jamais, parce que la dérive actuelle, telle qu'elle s'observe, si jamais nous ne prenons pas garde, nous allons vivre une situation qu'on n'aura jamais vécue dans ce pays. Et il ne sera pas normal que nous restons les bras croisés en train de regarder des aventuriers travestir notre démocratie et travestir notre volonté de bâtir une république digne de son nom dans un contexte démocratique où les règles du jeu sont bien claires parce qu'elles ont été consignées dans la Constitution. Donc, nous sommes tous prévenus. À bon entendeur, salut.